parler de vote musulman en France d'une manière générale et concernant plus particulièrement les élections présidentielles. Alors d'abord, première remarque, traiter d'un sujet comme les élections présidentielles, le vote des musulmans dans un contexte comme celui-ci, les rencontres du Bourget, les rencontres des musulmans de France, pourrait laisser croire à certains, notamment à certains observateurs, à certains journalistes, que je supposerais que les musulmans aient une certaine influence sur la vie politique, ou même, peut-être, qu'ils voudraient se constituer en lobby électoral pour influencer le résultat des élections présidentielles. D'où la nécessité, de mon point de vue, de dépassionner ce débat, de prendre nos distances, de ne pas rentrer dans, je dirais, cette politique de l'émotion, de ne pas avoir une lecture qui serait musulmano-centrée, communautaro-centrée, de s'imaginer que les musulmans seraient le seul acteur ou l'acteur central de ces élections. Les musulmans en France, les citoyens français de confession ou de culture musulmane sont des citoyens parmi d'autres, sont des électeurs parmi d'autres, sont des votants parmi d'autres. Donc la première leçon, ou plus, la première mise en garde que je ferai, c'est de dépasser un peu tous ces fantasmes sur le vote musulman en général, et sur les votes communautaires, sur le vote communautaire en général et sur le vote musulman en particulier. En France, qu'une chose soit claire, il n'existe pas de vote musulman, pas plus qu'il n'existe de vote juif, pas plus qu'il n'existe de vote catholique, pas plus qu'il n'existe de vote protestant, pas plus qu'il n'existe de vote franc-maçon. L'idée de vote communautaire n'est presque jamais vérifiée sociologiquement. Les enquêtes sérieuses montrent que le vote communautaire, ça n'existe pas. Oui, ça n'existe pas, mais, et le mais est aussi important. Le mais, c'est que même si on ne vérifie pas dans les urnes, dans les résultats électoraux, l'existence de votes communautaires, musulmans, juifs, protestants, catholiques, agnostiques, athées, en revanche, le vote musulman est bien présent dans l'esprit des acteurs politiques. En revanche, le vote musulman est bien présent dans la stratégie des partis politiques. En revanche, le vote musulman est bien présent dans l'esprit d'un certain nombre d'intellectuels, de politiques et de journalistes. Donc, il n'y a pas de vote musulman au sens statistique du terme, mais il y a un imaginaire du vote musulman. Un imaginaire qui donne lieu à une mobilisation de passion et d'émotion. Et c'est d'ailleurs toute la complexité, toute la difficulté à traiter ce sujet du vote musulman, c'est que d'un côté, il n'existe pas statistiquement, mais qu'en même temps, il oriente les attitudes, les comportements, les stratégies des partis politiques, les discours politiques. Donc nous sommes bien en présence en France aujourd'hui dans une situation quelque peu paradoxale. L'homo franco-electoralus islamicus n'existe pas. L'homo franco-electoralus n'existe pas, islamicus, mais il obsède tout le monde. La preuve, c'est qu'on en traite aujourd'hui. Et je ne sais pas combien d'ailleurs de conférences, de prises de parole au Bourget ont été consacrées à ce thème. Donc le vote musulman, oui, il faut le prendre au sérieux en tant que thème imaginaire social qui circule dans notre vie politique, qui circule dans notre vie publique. Le vote musulman est une construction politique, est une construction médiatique, est une construction intellectuelle, voire même scientifique, qui produit des mobilisations, qui produit des attentes, qui produit des rêves, mais qui produit aussi des peurs. Prenons un exemple. À chaque élection, des journaux sérieux ou moins sérieux font des enquêtes, font des articles, font des analyses avec un titre, le vote musulman, point d'interrogation. Et à chaque élection, nous avons droit à des articles, à des prises de parole, à des analyses, voire à des enquêtes sur ce thème du vote musulman. Alors attention, de dire qu'il n'y a pas de vote musulman en France, qu'il n'y a pas de vote homogène des musulmans, qu'il n'y a pas de force musulmane
ou de forces musulmanes ou non d'ailleurs, qui pourraient mobiliser le vote d'une communauté, ne veut pas dire qu'il n'y ait pas certaines formes de sensibilité, de spécificité culturelle, sociale, éthique, morale, religieuse chez les électeurs musulmans. Il n'y a pas de vote musulman, mais il y a des électeurs français de culture ou de religion musulmane, pratiquants ou non pratiquants. Et on peut penser raisonnablement que leur foi, leur morale, leur éthique, leur conception de la vie, leur croyance, leur pratique a une certaine influence sur leur comportement électoral, sur leur vision du politique et sur leur vote. Oui, donc, il n'y a pas de vote musulman, mais il y a des sensibilités musulmanes sur les grandes questions de la société française, mais aussi sur les questions internationales. La Syrie aujourd'hui, la Palestine, qui peuvent influencer le vote et qui peuvent faire que les musulmans, ou plutôt les citoyens de culture ou de religion musulmane, préfèrent tel ou tel parti ou tel candidat. Alors, quelques données sur ces électeurs français, entre guillemets, de confession musulmane, c'est-à-dire les enquêtes qui ont demandé aux gens de se prononcer sur leur religion et qui vont tenter de voir s'il existe ou non une spécificité de ce vote. D'abord, il faut déjà nuancer cette question du vote musulman, entre guillemets, en citant des chiffres pour cadrer le problème. Je ne sais pas si vous le savez, mais d'après les différentes enquêtes, aujourd'hui, les électeurs français de confession, de culture, de religion musulmane représenteraient environ 5% de la totalité de l'électorat. 5%. C'est beaucoup ou c'est peu? C'est peu parce que 5%, c'est quand même pas énorme par rapport aux 47 millions d'électeurs. C'est beaucoup parce que 5%, ça peut faire la différence entre deux candidats, notamment au deuxième tour, où vous savez que généralement, les scores sont extrêmement serrés. Mais il faut relativiser. Effectivement, aujourd'hui, on évalue à peu près à 2 millions le nombre d'électeurs potentiels français de culture ou de religion musulmane. 2 millions, c'est bien sûr beaucoup moins que les Français se déclarant catholiques, qui représentent environ 57% du corps électoral, mais c'est davantage, par exemple, que les Français de confession juive, qui représentent, là aussi il y a des fantasmes sur le vote juif, qui représentent à peine 0,5 ou 0,6%, 0,5 ou 6% du corps électoral, comparé aux 5 musulmans, aux 5% de musulmans. Donc, à ce niveau-là, relativisons, ne voyons pas une masse musulmane qui se lèverait pour aller voter pour tel ou candidat ou pour tel ou tel parti. 5%, c'est beaucoup, c'est peu, c'est 2 millions, mais en tout cas, en plus, c'est 5% qui ne votent pas forcément dans le même sens, et c'est 5% qui est inscrit sur les listes électorales, mais qui ne va pas toujours voter. Parce que l'électorat français, entre guillemets, de culture ou de religion musulmane, est marqué par un certain nombre de caractéristiques. D'abord, des caractéristiques sociales. C'est un électorat populaire, en très grande majorité. C'est un électorat d'ouvriers, c'est un électorat d'employés. Donc, on a une surreprésentation des catégories sociales populaires. Et c'est aussi un électorat qui, comme de nombreuses classes populaires françaises, est aussi très marqué par les phénomènes d'abstention électorale et les phénomènes même, voire de non-inscription électorale. Donc ça relativise encore ces fameux 2 millions d'électeurs ou ces 5%. Alors comment est-on arrivé aujourd'hui à ce thème du vote musulman? Comment ce thème du vote musulman est devenu central dans la vie politique française, dans la vie médiatique, dans l'espace public français? Pourquoi un si petit vote fait autant parler de lui? Pourquoi une cible faible population électorale est dans toutes nos têtes, dans tous nos esprits, dans tous nos fantasmes, voire pour certains dans nos peurs? La peur du vote musulman, la peur du lobby électoral musulman. Alors, faisons un peu d'histoire. C'est important de prendre du recul historique quand on parle d'un sujet. Ce thème du vote musulman est relativement récent. Dans les années 70-80, je dirais qu'on ne s'intéressait pas au vote, au comportement électoral ou au comportement politique des Français
héritiers de l'immigration. D'ailleurs, la plupart étaient des gens qu'on appelait les immigrés. On considérait qu'ils ne votaient pas parce qu'ils n'étaient pas français, qu'ils n'étaient pas inscrits sur les listes électorales, et on les ignorait. Ils étaient invisibles électoralement. Les premiers immigrés, ou les seconds immigrés, ou les troisièmes générations d'immigrés venant des pays musulmans n'intéressaient pas politiquement, n'étaient pas visibles politiquement, et finalement ne faisaient peur à personne, et personne même ne cherchait à les encadrer, à les conquérir sur le plan politique et électoral. Toutefois, cela ne relevait pas seulement de la société française, mais aussi de la politique des pays d'origine, des États d'origine, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, qui faisaient tout, surtout, pour que ces immigrés ne puissent pas devenir français et surtout ne puissent pas devenir électeurs. Vous vous rappelez de cette phrase du roi du Maroc qui disait que vous soyez marocain d'ici ou marocain de là-bas, vous êtes marocain et vous marchez. C'est exactement même attitude de la part de l'Algérie, exactement même attitude de la part de la Tunisie. Le fait que des immigrés puissent devenir français, ou même électeurs, si on avait donné le droit de vote aux immigrés, était considéré comme inconcevable, voire même antinational et antipatriotique par les pays d'origine. Donc il y avait un consensus du côté français comme du côté des pays d'origine pour que les immigrés ne puissent pas devenir des citoyens et ne puissent pas devenir des électeurs. Ce qui va changer, ce sont les années 80, avec les mobilisations ce qu'on a appelé les fameuses marches des années 80, 83, 84, 85, les marches pour l'égalité, où les enfants de l'immigration, les héritiers de l'immigration, ce qu'on va appeler aussi les deuxième, troisième générations, vont se mobiliser dans l'espace public, vont être visibles et porter un certain nombre de slogans et de revendications autour de la citoyenneté, de la dignité de leurs parents, mais aussi du vote. Et à partir des années, fin des années 80, début des années 90, l'on va voir progressivement s'installer dans le paysage politique français, dans la vie publique française, le thème, je déteste ce mot, mais il était posé comme ça à l'époque, on appelait ça le vote beurre. C'est-à-dire qu'on disait, il est en train de naître un vote beurre. Beurre, c'est un mot affreux pour moi qui suis marseillais. Comme on dit à Marseille, beurre, c'est pour faire la cuisine. C'est pas pour... mais on appelait ça le vote beurre. Et là, progressivement, va se développer dans l'espace politique français, dans les débats politiques français, ce thème du vote beurre. C'est-à-dire, on a vu cette jeunesse descendre dans la rue, marcher, protester, contester, réclamer la citoyenneté, réclamer la carte de 10 ans pour leurs parents, et en même temps revendiquer une présence, une visibilité dans le champ politique français. Alors à l'époque, les partis politiques, vous vous rappelez les années 80, ce qu'on a appelé les années Mitterrand. Bon, vous êtes jeunes. Pour vous, Mitterrand, c'est un dinosaure ou je ne sais pas quel animal préhistorique. Mais pour des gens comme moi, c'était le président de la République qui a gouverné la France durant 14 ans. Et les années Mitterrand, c'est aussi la gauche au pouvoir, et notamment le Parti socialiste. Et à partir de la fin des années 80, début des années 90, la volonté du Parti socialiste, c'est de pouvoir encadrer ce vote beurre, le structurer, l'attirer, le mobiliser, et bien sûr faire que ce qu'on appelait les beurs, les enfants de l'immigration, puissent voter pour le Parti socialiste. Donc il y avait comme ça la création d'un certain nombre d'associations locales ou d'associations nationales, par exemple comme France Plus, la participation politique, SOS Racisme, dans la vision antiraciste. On encadre le beurre, on n'appelait pas de musulmans à l'époque. On encadre les enfants des cités, on encadre les citoyens des quartiers populaires pour les amener à se mobiliser massivement en faveur de la gauche. Mais on ne parle pas encore de vote musulman. Et je dirais même le contraire. À l'époque, il y avait une croyance qui était très présente chez les politiques, chez les intellectuels, chez les médias, mais aussi chez les chercheurs, chez les universitaires, mea culpa. Cette croyance, c'était la suivante. C'était que plus les enfants de l'immigration s'intégreraient du point de vue citoyen et politique à la France, plus ils se détourneraient de leur religion d'origine. C'était en gros, vous allez devenir de bons petits Français, vous allez devenir de bons petits citoyens, vous allez devenir de bons petits électeurs, vous allez devenir de bons petits socialistes, mais
plus vous allez devenir de bons petits, moins vous allez devenir de bons musulmans. Donc il y avait l'idée à l'époque que plus les gens s'intégraient politiquement aux partis politiques, à la vie politique française, plus ils avaient tendance à se détourner de leur religion d'origine, de leur religion d'adoption. Et donc en gros, c'était soit un bon beurre, mais surtout ne sois pas musulman. C'était un peu dans les mentalités de l'époque, et même chez les chercheurs. C'était cette croyance que finalement, l'intégration massive des enfants de l'immigration aux partis politiques ou à la citoyenneté allait se traduire par un déclin de l'appartenance religieuse et de la revendication musulmane. Ça, c'est l'attitude du Parti socialiste. Le Parti communiste, lui, parti ouvrier, encore populaire dans les années 80 jusqu'aux années 90, lui va être dans une autre posture, c'est qu'il considère que les enfants de l'immigration sont toujours des immigrés. Et le Parti communiste, qui est encore un parti fort, surtout dans ces banlieues ici, hein, y compris au Bourget, considère qu'en fait, ces enfants de l'immigration, c'est des immigrés. Donc, ce n'est pas vraiment des Français. Et quant à la droite de l'époque, elle a changé, la droite. Mais dans les années 80-90, lorsque j'interrogeais, par exemple, des leaders de la droite, notamment en région parisienne, ils disaient « ces électeurs ne nous intéressent pas. Ce sont des électeurs arabes, maghrébins, comme on disait à l'époque, immigrés, beurre. De toute façon, ils ne votent pas pour nous, hommes de droite ou partis de droite. Donc la droite pensait même que cet électorat était plutôt contre-productif pour eux. Plus il y aurait d'électeurs d'origine arabe, plus il y aurait d'électeurs issus de l'immigration maghrébine, africaine, comorienne, plus ça serait mauvais pour eux. Donc les partis de droite n'avaient pas tendance à courtiser, à mobiliser, à flatter cet électorat, mais plutôt tendance à le considérer comme un électorat qui de toute façon partait vers la gauche et ne pouvait pas profiter à eux-mêmes. Qu'est-ce qui va changer entre les années 80, fin des années 80, début des années 90, jusqu'aux années 2000, pour qu'on arrive à parler du vote musulman? Qu'est-ce qui va faire que du vote beurre, on passe au vote musulman? Qu'est-ce qui va faire que de la représentation de ces jeunes Français issus de l'immigration maghrébine, qu'on appelait les Maghrébins, les beurs, les issus d'eux, les descendants, les deuxième, troisième génération, je ne sais pas combien il va en avoir, pour qu'on tout d'un coup on se mette à parler de musulmans. Les mêmes, hein? Voilà. Vous êtes beurre à midi, vous devenez musulman à 3 heures, dans l'imaginaire. C'est d'abord, effectivement, la montée de ce qu'on pourrait appeler de la construction politique et médiatique du problème musulman. À partir des fin des années 90-2000, le problème immigré tend à passer au second plan et de plus en plus, l'obsession, les thèmes centraux de la vie politique, c'est la question de l'islam en France. Et à partir des années 2000, on voit que la question musulmane, le problème musulman, devient l'un des thèmes centraux du débat politique, du débat médiatique, voire même du débat intellectuel. Donc on a une islamisation du débat qui n'est pas provoquée par les musulmans, mais qui est provoquée plutôt par les autres acteurs de la société française qui s'interrogent sur ces jeunes qu'on appelait les beurs, ces belles Marianne de la République ou ces beaux Frédéric de la République, qu'on pensait qu'ils allaient abandonner leur religion et qui se mettent à porter leur camis, à avoir des barbes, à prier à la mosquée. Cette incompréhension va donc être la source de ce qu'on appelle l'émergence du problème musulman. Et c'est vrai que de plus en plus, lorsqu'on prend les articles fin des années 90, début des années 2000 et ce qu'on a appelé l'effet 11 septembre, pratiquement la question de l'islam surdétermine très largement toutes les autres formes d'appartenance. On parle moins d'enfants issus de l'immigration, on parle moins de beurs, on parle moins de deuxième génération, on parle moins de troisième génération, mais on parle de musulmans. Par une opération de baguette magique, on a transformé les enfants de l'immigration en des musulmans, et c'est ça, désormais, qui obsède les consciences politiques, les consciences intellectuelles et les consciences médiatiques. Mais il est vrai aussi qu'un autre facteur de ce que j'appellerais l'émergence de ce problème musulman et de ce passage d'une vision des enfants des quartiers à ce qu'on appelle les enfants de l'islam, ça a été aussi la politique de l'État français en vue de l'institutionnalisation de l'islam de France à travers les différentes initiatives, la dernière ayant été le Conseil français du culte musulman, qui fait que de plus en plus, les questions même banales, sociales, économiques, sont traitées à travers ce prisme islamique. Autre facteur, la montée de l'islamophobie, la peur de l'islam, les tensions autour de l'islam,
qui fait que de plus en plus, on a peur de cette visibilité musulmane, on a peur de cette mobilisation musulmane, on a peur des garçons barbus, on a peur des filles voilées, et qui finalement, ce problème musulman devient central dans le débat politique et médiatique. Mais c'est aussi, et c'est important de le souligner, ce qui a contribué à passer de la figure du vote des Français issus de l'immigration au vote musulman, c'est aussi les associations musulmanes elles-mêmes. À partir des années 2000, alors que même avant 2000, là il y a des témoins, à partir de la fin des années 90, et ça va aller en s'accélérant, en s'approfondissant jusqu'aux années actuelles, les associations musulmanes qui ne s'intéressaient pas beaucoup au vote, qui ne s'intéressaient pas beaucoup à la participation citoyenne, qui ne s'intéressaient pas beaucoup aux élections, à partir des années 90-2000, les associations musulmanes vont organiser des conférences, des tables rondes, comme ici par exemple, sur le thème « Nous, musulmans, oui, mais aussi électeurs ». Et donc les associations musulmanes, comme celles qui nous invitent aujourd'hui, vont très largement contribuer à banaliser, à publiciser, à légitimer cette thématique du vote musulman en disant « Est-ce qu'il existe ce vote musulman ?» Et nous, associations musulmanes, qu'est-ce que nous pouvons faire pour influencer ou du moins intervenir dans la vie publique et électorale. Donc, le thème du vote musulman, c'est une construction politique, c'est une construction sociale. Elle ne se vérifie pas sur le plan statistique, mais comme vous le voyez, elle est centrale dans nos imaginaires, dans nos esprits, dans nos attitudes, dans nos comportements, mais aussi, bien sûr, dans les stratégies électorales. Que nous disent les enquêtes sur la réalité de ce vote musulman? Est-ce qu'on peut dire qu'il existe d'une certaine mesure, qu'il n'existe pas du tout? La réponse, vous le comprendrez, est nécessairement nuancée, est nécessairement contrastée. On s'aperçoit, à travers les résultats des différentes enquêtes pour les dernières présidentielles, mais aussi pour les dernières législatives, que quand on demande aux électeurs qui se disent musulmans dans les enquêtes pour qui ils ont voté, effectivement, on s'aperçoit que c'est un vote très massif pour la gauche. Par exemple, pour la dernière présidentielle, François Hollande aurait recueilli jusqu'à 80% du vote des Français se déclarant musulmans. C'était vrai également pour les élections législatives où les électeurs français se disant musulmans se sont très largement portés sur les partis politiques de gauche. Mais on constate aussi, malgré tout, une progression des partis de droite et, je dirais, des électeurs musulmans, certes minoritaires, qui commencent à voter pour des partis, des partis ou des candidats de droite. Quelles sont les caractéristiques de ce vote avant de l'expliquer? Comme je vous l'ai dit, c'est un vote très populaire. L'électorat français de culture ou de religion musulmane se caractérise surtout par un vote des classes populaires. C'est un électorat à 70% ouvriers et employés. Ce n'est pas un vote de cadre supérieur, ce n'est pas un vote de cadre moyen. Mais ce qui est intéressant de noter, et qui ne contredit pas, mais qui nuance très largement sur ce que je viens de vous dire, c'est que si à l'échelon national, le vote des Français de culture musulmane reste fortement un vote de gauche, à l'échelon local, on a de plus en plus un vote qui se diversifie. C'est-à-dire des Français, des citoyens de culture musulmane qui vont voter en fonction de la personnalité du candidat, en fonction du programme du parti, en fonction de la personnalité du maire, du président du conseil général, etc. Et là, au l'échelon local, je dirais que cette tendance marquée au vote de gauche a tendance plutôt à être nuancée pour un vote plus diversifié pour des partis centristes ou des partis de droite. Mais y a-t-il alors un vote musulman? Non, mais il y a, et ça dans les études sur le vote juif, nous avions pu le constater, du moins les collègues qui ont travaillé sur les votes juifs, le vote juif n'existe pas. Mais très important, on constate pour les Français de culture musulmane ou de religion musulmane un certain nombre de sensibilités, moi ce que j'appelle les lignes rouges électorales. Je m'explique, il n'y a pas de vote musulman, oui. Il n'y a pas de vote unique et homogène des musulmans, oui, mais il y a des lignes rouges. Si un candidat ou un parti est ouvertement islamophobe, les gens ne voteront pas pour lui. C'est-à-dire que, exactement comme pour le vote juif, on ne votera pas pour un candidat antisémite ou trop anti-israélien. Pour les musulmans, on ne votera pas pour un candidat ou un parti ouvertement islamophobe. Ce qui explique qu'aujourd'hui, le vote ou les intentions de vote
des Français électeurs de religion musulmane pour Marine Le Pen est très faible. Alors là, c'est un mythe quand on nous dit oui, vous allez voir, je me rappelle aux élections de 2002 et de 2007, des journalistes écrivaient « Et si les musulmans votaient pour Le Pen ?» À l'époque, c'était pour Jean-Marie. Je dis « Mais les musulmans, vous les accusez déjà de tout, mais maintenant, vous allez bientôt accuser les musulmans d'amener Le Pen au pouvoir. » Toutes les enquêtes montrent que le vote des Français de religion ou de culture musulmane pour les partis d'extrême droite est plus faible. Quand 30 à 40%, voire 50% des ouvriers de toute religion ou agnostiques votent pour Marine Le Pen, ce vote chez les musulmans est de 5%. Cela veut dire une chose importante à retenir. Si l'extrême droite n'arrive pas au pouvoir en France, si les partis de type autoritaire n'arrivent pas au pouvoir en France, c'est grâce notamment au vote démocratique et citoyen des Français de confession musulmane. C'est grâce à vous. Si aujourd'hui Marine Le Pen n'arrivera probablement pas, j'espère, je m'engage, je quitte mon rôle de sociologue, qu'elle ne sera pas présidente de la République. Qui, parmi les hommes et les femmes politiques, remercie aujourd'hui les Français de religion et de culture musulmane d'être les remparts contre le fascisme, d'être remparts contre l'extrême droite? Qui vous remercie? Personne. Et sachez que oui, il y a une conscience démocratique chez les électeurs français de culture ou de religion musulmane. Sachez que comme beaucoup de juifs n'auraient jamais voulu voter pour un candidat antisémite qui les aurait envoyés à la mort, les musulmans ont une conscience démocratique et citoyenne, ils ne voteront pas pour un candidat ou une candidate qui voudrait les expulser, qui voudrait expulser leurs parents, qui voudrait les ramener à un état de sous-citoyenneté. Donc là, il y a une ligne rouge que toutes les enquêtes confirment. Il n'y a pas de vote musulman massif en faveur de l'extrême droite. Ceux qui nous disent que Marine Le Pen va arriver au pouvoir parce que les gens des quartiers, par ras-le-bol du système politique, vont se mettre à voter pour le Front National, disent un mensonge ou quelque chose qui n'est pas exact sur le plan sociologique. Alors, quels sont maintenant, à titre de conclusion, il faut le retenir, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des Français de culture musulmane qui votent pour Marine Le Pen, mais ce vote est extrêmement minoritaire. D'ailleurs, chez les Français se déclarant de confession juive, le vote Le Pen est aussi très minoritaire. Donc là, on a un point commun, c'est-à-dire que chez, entre guillemets, les Français de confession juive et les Français de confession musulmane, le vote en faveur de l'extrême droite reste un tabou politique, un tabou moral et bien sûr un tabou électoral. Que dire de ces présidentielles? Que dire effectivement de ce rapport imaginaire, fantasmatique, émotionnel au vote musulman pour les présidentielles et pour qui nous occupe aujourd'hui et pour le premier tour des présidentielles qui se déroulera la semaine prochaine. Vous l'avez vu, malheureusement, la question musulmane a été au centre du débat politique. Vous l'avez vu, malheureusement, la question musulmane a été utilisée, instrumentalisée afin de servir des stratégies politiques et électorales. Je prendrai deux exemples. Les primaires de la droite, où un candidat, Alain Juppé, maire de Bordeaux, candidat de droite, a vu se développer contre lui une campagne où ouvertement il était dénoncé, soi-disant pour son islamophilie, soi-disant pour être l'allié des musulmans. Alors on dira oui, c'est peut-être pas M. Fillon qui a fait cette campagne, certainement pas. C'est peut-être pas M. Sarkozy qui a fait cette campagne, certainement pas. C'est certainement l'extrême droite, mais elle a été très largement utilisée. Et on a vu comment cette thématique musulmane, Ali Juppé, Juppé l'ami des musulmans, Juppé qui a islamisé Bordeaux et qui maintenant va islamiser la France, a quand même produit une certaine influence. Elle n'a pas forcément déplacé beaucoup de voix, mais elle a produit à disqualifier le candidat Juppé au regard de son parti, de son électorat, de la droite française et d'une partie des Français. Deuxième exemple, inattendu. À gauche, il n'y a pas d'équivalent d'Alain Juppé. On s'est dit qui on va pouvoir traiter de pro-musulman à gauche. Déjà, c'était une interrogation. On s'est dit, mais est-ce que cette thématique musulmane, du problème musulman, de la question musulmane, soi-disant de l'islamophilie, d'un pro-musulman, d'un candidat, va pouvoir exister? Ben oui, on a réussi. Manuel Valls, mis en ballottage par Benoît Hamon au premier tour de la primaire des gauches, Emmanuel Valls, qui traite
Benoît Hamon, pourtant très laïque, pourtant qui n'a aucune sympathie forcément, ni aucune antipathie pour l'islam, Benoît Hamon se voit traité d'être le candidat des musulmans. Mais là, c'est une opération du Saint-Esprit. Hein. C'est-à-dire que vous pouvez même être islamophobe. Si un jour on veut vous traiter d'islamophile, si vous appelez Vincent et que vous fait appeler Mouloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la variable musulmane, la question musulmane, l'accusation de sympathie pour les musulmans est un argument du débat électoral. Ce n'est pas un argument qui pèse forcément beaucoup, ce n'est pas un argument qui déplace beaucoup de voix, mais c'est un argument de disqualification électorale. Donc oui, quelque part, la question musulmane, l'imaginaire du vote musulman hante, je dirais, malheureusement, les états-majors politiques, hante les esprits politiques, hante les médias. Autre thème que l'on voit se développer beaucoup avec ces présidentielles, et que malheureusement certains de mes collègues scientifiques ont entretenu, celle du lobby musulman. Cette idée que la communauté musulmane s'organiserait, qu'elle tirerait des ficelles et qu'elle tenterait de structurer un lobby électoral musulman qui influencerait le cours des élections et le cours de la vie politique française. Mais je dis, mais s'il y avait un lobby musulman, s'il y avait un gouvernement musulman occulte, vous savez, comme dans les Guignols, là, sur une espèce de satellite qui gouvernerait la France, pensez-vous qu'on en serait là dans les débats? Pensez-vous qu'on peut insulter tous les jours les musulmans dans les médias? Pensez-vous qu'on puisse traiter Benoît Hamon de Bilal Hamon? Pensez-vous qu'on peut traiter un ancien Premier ministre, Alain Juppé, de Ali Juppé? Et il est où le lobby musulman? Pourquoi il n'intervient pas? Mais où il est le lobby là? Je le cherche, il est derrière, il est là, il est devant. Vous voyez bien donc, mais ce thème du lobby électoral a été écrit par un collègue dans un livre, Gilles Kepel, a été décrit par un certain nombre de journalistes qui veulent entretenir la peur et nous dire oui, il y a un lobby musulman, il existe, et ce lobby pourrait influencer la France. Conclusion et dernière phrase, ou dernière série de phrases. Quand on est un musulman engagé, comme beaucoup de gens qui participent, pas tout le monde, mais une partie, à ces rencontres musulmanes du Bourget, quand on est un musulman croyant, quand on est un musulman qui a la foi, quand on est un musulman qui réfléchit dans le rapport foi, raison publique et aussi comportement politique. Que faire? Que faire? Que faire quand on est face à une échéance électorale? Que faire quand on est face à un choix entre des partis et un candidat? Je dirais que la pire des erreurs, c'est de donner une consigne de vote. La pire des erreurs que peuvent faire les associations musulmanes, c'est de dire il faut voter X, il faut voter Y, il faut voter Z, en disant ah mais il nous aime lui. Ah il nous aime, il est gentil, regardez, il aime les musulmans, il a une femme d'origine marocaine, il mange le couscous, donc lui doit nous aimer, donc on va voter pour lui. On sait très bien aujourd'hui par expérience, par 10 ans à 15 ans d'observation de la vie politique, qu'un candidat qu'on va aimer pour son islamophilie va très bien après pouvoir utiliser des arguments islamophobes. À l'égard des musulmans, nous sommes dans des amours fragiles, éphémères, et que la ressource musulmane est une ressource réversible. Un jour, on aime les musulmans, on mange le couscous à la mosquée, on prend du thé à la menthe, et l'autre jour, on dit qu'il y en a trop. Donc là aussi, arrêtons d'être dans des postures que je dirais clientélistes, électoralistes. Les musulmans ne sont pas un épicier qui négocierait leur voix ou leurs produits en fonction de celui qui leur proposerait le meilleur prix. Les musulmans, ils ont une moralité, ils ont une citoyenneté, ils ont une dignité. Et le pire que peut faire une association musulmane, c'est de s'abaisser à faire du marchandage électoral, du marchandage digne des épiciers qui marchanderaient des tomates un peu pourries. Donc de ce point de vue-là, de mon point de vue d'observateur et de chercheur, mais aussi de citoyen, il est nécessaire que les musulmans se positionnent politiquement, électoralement, mais sur des principes éthiques, sur des principes moraux, en disant voilà ce qu'on veut pour la France, voilà ce qu'on veut pour notre jeunesse, voilà ce qu'on veut pour tous les Français, pas pour les musulmans. Il ne s'agit pas de défendre une vision de l'islam, il ne s'agit pas de défendre l'intérêt d'une communauté, il s'agit de défendre la vision de la France que l'on veut pour ses enfants, ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants. Donc moi, si j'étais une association musulmane, si j'étais une personnalité musulmane, si j'étais une structure musulmane, si j'étais un club de jeunes musulmans, je pondrais un texte éthique et moral sur les principes que je veux voir défendus par les candidats et par les partis. C'est comme ça que les associations musulmanes peuvent influer
dans la vie politique, non pas en proposant des voix, non pas en se faisant marchand ou client, mais en se faisant citoyen et électeur digne, c'est-à-dire apprendre à se faire respecter. Et je vous remercie. Merci Mouloud. Vincent, excuse-moi. Les questions-réponses maintenant, c'est le moment d'adresser des questions à Vincent. Je vois que vous l'avez suivi avec attention. Peut-être que des interrogations ont été soulevées. Je vois monsieur là-bas. Je vais venir vous voir. Je vais vous passer le micro comme ça. Bonjour, Samba Doucouré, je suis journaliste pour Saphir News. Et vous dites que le vote musulman, il existe à l'échelle nationale, mais qu'à l'échelon local, il n'existe pas. Donc je voulais savoir, est-ce qu'on a des chiffres ou des études sur, même au niveau local, ces maires qui négocient avec des mosquées ou des choses comme ça, est-ce qu'on a des résultats probants de ce genre de marchandage? Alors, c'est une question très précise. À l'échelon national, si vous voulez, effectivement, on ne trouve pas statistiquement l'idée d'un vote musulman, mais on trouve l'idée de sensibilité très forte. Pas de vote d'extrême droite, vote plutôt à gauche, etc. À l'échelon local, vous avez tout à fait raison, il y a peu d'études. Mais il y a des études plus globales sur le rapport, par exemple, des associations musulmanes aux hommes et aux femmes politiques ou aux municipalités. Les études que j'ai pu mener sur Marseille, les études d'une collègue sur Montpellier, je ne sais pas sur Bordeaux s'il y a eu beaucoup d'études, qui montrent quand même que là, il y a des mobilisations musulmanes à l'échelle des associations et des mosquées qui peuvent influencer le vote. Il y a un cas très connu, c'est le cas de Montpellier, où à l'époque, le maire, qui s'appelait Georges Frêche, qui était un maire qui développait vraiment un discours très tendancieux, ambigu à l'égard des musulmans. Il disait que les musulmanes qui portaient le voile, c'était des disciples d'Al-Qaïda. Il méprisait les associations musulmanes locales. Bon. Là, il y a eu une mobilisation de jeunes d'une association qui a vraiment fait campagne, non pas en disant on veut voter à droite, mais on veut faire battre ce monsieur socialiste qui est ouvertement islamophobe et ouvertement contre les principes de la citoyenneté universaliste. Et là, on a vu un déplacement de voix dont on peut émettre l'hypothèse, parce qu'on n'est pas dans le secret des isoloirs, que ça a déplacé le vote et que ça a entraîné la défaite du candidat socialiste. Donc, à l'échelon, ce que j'ai dit à l'échelon national, vous avez posé une très bonne question, parce que ça doit encourager justement les chercheurs et les universitaires à travailler sur des échelons plus locaux. Et c'est vrai que plus locaux, pardon. Et à l'échelon local, à l'échelon du bureau de vote, à l'échelon du quartier, il n'est pas impossible que la mobilisation d'acteurs musulmans engagés, associations et mosquées, puisse influer le vote, déplacer des voix. Ne serait-ce que 100 ou 200 voix, c'est déjà... J'entends pas. Oui. Monsieur dit qu'il n'y a que le vote sanction, en fait. Pardon? Monsieur dit qu'il n'y a que le vote sanction, en fait. Non, parce que dans ce cas-là, non. Après, je dirais qu'il peut y avoir aussi des choix de politique municipale et tout. Mais c'est vrai que dans les cas qui ont été montrés, qui sont rares les études, hein, c'est quand même souvent parce qu'il y avait des personnalités fortes qui clivaient ou qui développaient des propos extrêmement durs ou des politiques extrêmement de ségrégation. Vous avez des exemples. Aux États-Unis, par exemple, il n'y a pas de vote, on a des Noirs américains, mais un candidat qui serait ouvertement raciste, entraînerait une sorte de vote veto, pas d'une communauté, mais d'individus citoyens américains. Le vote Obama aux États-Unis n'est pas un vote communautaire, mais on a perçu que beaucoup de minoritaires, entre guillemets, comme on dit aux États-Unis, ont voté pour Obama. En France, à l'échelon national, on n'a pas encore ce phénomène, si ce n'est que ce que j'ai dit, tabou de l'extrême droite, vote plutôt à gauche, mais à l'échelon local, je pense que pour ce qui est des musulmans engagés associativement ou engagés à travers les mosquées, dans les 10 prochaines années, on peut voir se dessiner des formes de négociation de ce type-là. Je ne le dis pas de sens positif, parce que ça peut être du clientélisme, ça peut être effectivement même négatif du point de vue de la démocratie. Mais en tout cas, 200 voix d'une association musulmane dans une élection locale qui se joue à 300-400 voix, ça peut être énorme. Donc voilà pour... Mais vous avez raison, il faut des études sur cette question-là, beaucoup plus fines, pour qu'on puisse arriver à répondre beaucoup plus pertinemment, sérieusement à votre question. Voilà. Merci Vincent. Une autre question? Monsieur. Oui, donc j'ai une question. En tant que sociologue, quelle est votre pensée sur les financements étrangers des bâtiments, enfin
des constructions religieuses, des mosquées, etc. Alors, la question du financement étranger, deux choses qu'il faut dire. Plusieurs choses. Première chose, c'est que le financement étranger des lieux de culte est un phénomène général qui ne touche pas uniquement les édifices cultuels musulmans. Vous avez aujourd'hui, par exemple, tout ce qu'on appelle mormons, sectes évangéliques, qui ont massivement un financement américain, allemand, suisse, etc. Vous avez aussi, bien sûr, pour la communauté juive, énormément de circulation entre Israël et la France, mais c'est plutôt le contraire. C'est plutôt les concitoyens français de constitution juive qui financent des édifices en Israël. Vous avez de la circulation. Et vous avez la même chose pour l'Église catholique. Vous avez des dons qui peuvent être développés par des familles catholiques riches italiennes peuvent vouloir rénover une église en France. Donc, c'est pas vrai. Deuxième chose, vous avez raison, bien sûr qu'il y a des édifices religieux musulmans, vous avez tout à fait raison, qui reçoivent des aides étrangères, soit d'aides d'État étrangers, ce qui est de plus en plus rare, parce qu'il y a une crise des finances publiques, soit des dons de ce qu'on appelle des gentils donateurs. Troisième chose, c'est que, qu'est-ce qu'on veut dire par cela? Est-ce que financement étranger dit forcément alignement sur le pays étranger? Là, les études sociologiques montrent que vous pouvez recevoir un chèque de l'Arabie Saoudite et pourtant développer au sein même de l'association une pratique de l'islam qui n'a rien à voir avec l'Arabie Saoudite. Je vous donne un exemple. La mosquée de Paris a reçu de l'argent pour rénover son toit. Elle n'est pas devenue une mosquée salafiste wahhabite. La mosquée de Lyon a été carrément financée par l'Arabie Saoudite. Bon. Moi, ma position en tant que citoyen, ce n'est pas le problème des financements étrangers, c'est le problème de la transparence des financements. Un financement français qui c'est un financement extrémiste d'un groupe terroriste serait tout aussi condamnable qu'un financement, je dirais, étranger qui pourtant n'est pas extrémiste. Vous voyez ce que je veux dire? Donc le problème aujourd'hui du financement public des associations et des lieux de culte musulmans, non musulmans, c'est celui de la transparence comptable. D'où viennent les fonds, quel chemin ils empruntent, comment ils arrivent dans la caisse. Ce n'est pas un problème d'étrangers. Après tout, si un Italien musulman veut aider à la construction d'une mosquée à Marseille parce qu'il trouve que Marseille, c'est une ville qui lui rappelle l'Italie, et pas l'islam, contrairement à ce qu'on dit, c'est pas seulement une ville arabe, c'est une ville corse et italienne, ben, il peut très bien donner de l'argent. Donc le débat est un peu mal posé en France, même si ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Transparence, 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 contrôle, contrôle, contrôle. Et pas le financement étranger peut être un financement même parfois plus bénéfique. Si l'État algérien a envie d'aider, pourquoi pas? Ça ne veut pas dire que la mosquée sera algérienne. Donc faisons attention à ces simplismes qui consistent à dire financement étranger et dépendance. Question suivante pour monsieur. Bonjour. Moi j'ai une question. Est-ce que vous pensez que, vu les tensions sociales qu'on peut avoir, est-ce qu'il faudrait faire comme les États-Unis, rendre public, après le vote, après une certaine période, la considération, qu'elle soit religieuse ou ethnique, du vote? C'est-à-dire à l'image de ce qu'on a pu voir, que ce soit avec Obama ou Trump, c'est-à-dire qui a voté pour qui, quelle catégorie socio-professionnelle, quelle catégorie ethnique, quelle catégorie religieuse a voté pour quel candidat. Est-ce que ce serait peut-être pas une solution selon vous? En tout cas, ça soulagerait pas en tout cas le débat public actuel. Mais de toute façon, il y a plusieurs types d'enquêtes. Les deux grands types d'enquêtes qu'on trouve en France, c'est les enquêtes par sondage, qui sont payées. Et là, on peut détailler quelle catégorie sociale, professionnelle. Mais ce sont toujours des échantillons, vous voyez. Après, il y a les enquêtes sociologiques. Alors vous, ça serait de dire, est-ce qu'on peut affirmer, est-ce qu'on pourrait clairement demander la religion pour savoir qui a voté quoi? C'est possible, ça se fait. Le seul problème, c'est ce qu'on appelle la fiabilité des échantillons. Un échantillon, c'est jamais tous les Français, c'est une petite partie de sondés. Donc l'enquête est plus ou moins fiable. Deuxièmement, il y a des gens qui peuvent choisir, même si on leur demande leur religion, de ne pas déclarer leur religion. Donc aujourd'hui, au niveau sociologique, des catégories socio-professionnelles, on a des photographies assez précises du vote. Au niveau de la religion, c'est très variable. Je prends par exemple être juif. On vous demande, est-ce que vous donnez votre religion? Le mec, par exemple, il est juif de famille, mais il ne va pas à la synagogue. Donc, il va peut-être ne pas se déclarer juif au moment de l'enquête. Pareil, vous êtes d'une famille musulmane, mais vous ne savez pas, vous croyez en Dieu, bon, vous n'allez pas vous déclarer musulman. Donc, il y a prudent. En tout cas, il y a des enquêtes, vous pouvez les voir, mais c'est parfaitement légal. La seule chose qui est illégale en France, c'est la mention de la religion dans les recensements. Les recensements officiels, on peut vous interroger sur
votre logement, le nombre de salles de bain, le nombre de voitures que vous avez, mais on ne peut pas vous interroger sur la religion. Mais vous avez raison, les enquêtes qui peuvent nous aider à comprendre ce qu'est la société française, à partir où respectent le principe de l'anonymat des personnes, ben, je pense qu'elles sont plutôt favorables, elles sont plutôt positives et elles peuvent nous aider à mieux comprendre notre société et notre vie politique. Une autre question encore? Des dames pour changer un peu. Bonjour. Je voulais savoir ce que vous pensiez de l'abstention, comme aujourd'hui on ne sait pas vraiment pour qui voter. Voilà, votre avis, s'il vous plaît. Attendez, alors, qui on interroge? Si on interroge le chercheur, l'abstention est un phénomène symptomatique plutôt d'une désaffiliation sociale générale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'abstention politique conscientisée en France est quand même assez rare. C'est-à-dire des mouvements abstentionnistes qui disent on ne va pas voter avec un vrai message politique. Ça a existé dans l'histoire, ça existe dans certains pays, ça existe peu en France. Donc aujourd'hui, malheureusement, l'abstention est souvent liée à d'autres formes d'exclusion sociale. C'est-à-dire que désaffiliation professionnelle, perte d'emploi, etc., etc. Donc jusqu'à présent, l'abstention est plutôt le syndrome, ou le symptôme et le syndrome d'une société qui ne fonctionne pas très bien à l'échelle globale, pas seulement à l'échelle politique. C'est encore davantage un signe ou un symptôme d'une crise de confiance des partis politiques, à l'égard des partis politiques. Bon. Après, votre question, je pense, est un peu différente. C'est l'abstention comme attitude consciente. Bon. Moi, je trouve